Donc Sarah Foubert est chez Axians depuis septembre 2020, après avoir passé 5 ans chez Devoteam. Elle est responsable d'affaires en charge du suivi des activités des établissements de santé. Et puis, donc, elle nous fera une présentation générale de l'activité, suivie des développements techniques donc, qui seront présentés par Philippe Berne, qui lui est directeur du département projet, expertise, base de données, avec une expertise technique reconnue et une implication qui l'ont mené à la tête du département expertise, où il gère de nombreux projets menés par son équipe autour des technologies, notamment Oracle, MySQL, SQL Server, etc. Donc, on est dans le monde des bases de données pour cette fin de matinée avec un pilotage par Christophe Fogel voilà, pour le Mans. Oui, bonjour. Donc, je suis Christophe Fogel, le responsable du développement santé chez Axians. Donc, je voulais juste en introduction vous présenter pour la présentation qu'on va vous faire. Vous connaissez sûrement Axians. Nous vous accompagnons sur la sécurisation de vos infrastructures réseau et data center. Mais aujourd'hui, vous allez sûrement découvrir une nouvelle activité que nous avons intégrée l'année dernière avec Cetra Conseil sur l'expertise autour des bases de données. Donc je vais passer la parole à Sarah Foubert et à Philippe Berne qui vont vous faire cette présentation. Merci. Donc, bonjour à tous, c'est un honneur de pouvoir participer à ce congrès. Aujourd'hui, dans cette prochaine demi-heure, avec Philippe, on va vous présenter notre vision et puis quelques conseils sur la sécurisation de la base de données au sein des établissements de santé. Après plusieurs années de retour d'expérience auprès de vous, on a quelques petites choses à vous partager. Donc, on va prendre le temps de le faire. Rapidement, je vais vous présenter rapidement, Brielle, qui est Axians Database et le marché de la CIH par lequel nous passons pour traiter avec l'ensemble de nos clients du secteur de la santé. Ensuite, on vous partagera les constats qu'on a fait sur cet enjeu de la sécurisation de vos bases de données, les différents angles d'attaque qui ont été référencés et pour lesquels on peut avoir en tout cas des axes d'amélioration qu'on va vous partager et puis une conclusion rapidement et surtout des échanges avec vous sur cette fin de conférence. Donc, Axians Database, qui nous sommes une filiale du groupe Vinci Énergie. Ça représente plus de 1500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2020. Ce qui est pertinent, c'est de voir qu'on est établi sur l'ensemble du territoire français, ce qui permet une proximité avec l'ensemble de nos clients aussi. Axians Database, pour qui nous travaillons avec Philippe, est dans l'entité et le domaine d'expertise de la data. Nous agissons sur deux types de métiers différents, particulièrement la partie expertise et projet pour lequel Philippe est expert et directeur, pardon. Nous intervenons sur tout ce qui est réarchitecture, versionning, problématiques de sécurisation et des projets à court et moyen terme auprès de nos clients. Plus vraiment en expertise et en conseil. Et ensuite, sur la partie service manager, où là, on intervient de manière réactive ou proactive sur la maintenance et la supervision de l'ensemble du parc base de données de nos clients. Autour de plusieurs technologies, l'ensemble des technologies bases de données qui sont présentes sur le marché, que ce soit propriétaire, open source, SQL ou NoSQL. Depuis un peu plus d'un an aujourd'hui, nous traitons et nous collaborons avec le marché de la CIH pour lequel nous avons été sélectionnés via
le marché dédié à Oracle MCO, qui est divisé en 3 lots. Le premier étant la tierce maintenance Oracle, le second, la gestion des licences Oracle d'occasion, et la prestation d'administration Oracle pour lequel nous répondons. Bien évidemment, une seule convention est nécessaire pour l'ensemble de cette activité. Nous pourrons en discuter un peu plus tard si ça vous intéresse. Donc, les constats que nous menons, que nous avons remarqués sur les enjeux de la sécurisation de la donnée auprès des établissements de la santé, c'est qu'ils sont de plus en plus nombreux. On a retiré quatre gros titres d'articles qui ont paru récemment dans les journaux spécialisés, dont le dernier qui est autour de l'assurance maladie, où il y a eu un vol de données qui est non négligeable. C'est un axe qui est... Les établissements de la santé sont de plus en plus voués à être attaqués. Et il y a des moyens de sécuriser davantage les plateformes, malgré les contraintes que vous avez. Alors, en effet, il y a plusieurs sujets. Déjà, vous avez des systèmes qui sont relativement critiques. Critiques, pourquoi? Parce que derrière, vous sauvez des vies et l'informatique est un moyen d'augmenter la probabilité de les sauver. Si demain, vous êtes attaqué ou si vous n'avez plus accès à vos données, ça peut avoir des conséquences sur vos patients. Ensuite, vous traitez des données extrêmement personnelles et c'est pour ça que vous êtes aussi attaqué, c'est que ces données-là sont monnayables derrière. Vous avez des contraintes opérationnelles qui sont fortes, ce qui est sur du 24/7 forcément, ce qui engendre une complexité à sécuriser davantage vos périmètres, puisque ça demande aussi des arrêts, parfois des arrêts d'activité de vos bases, ce qui n'est pas possible pour l'ensemble des applications avec lesquelles vous travaillez. Et puis il y a un sujet qui est fort et dont on a conscience, c'est que aujourd'hui vous devez répondre aussi aux exigences des différents éditeurs avec lesquels vous traitez. Ça ne permet pas forcément d'avoir une stratégie homogène de sécurisation et donc il faut adapter l'ensemble de vos activités de sécurisation autour des exigences éditeurs. Et puis on le sait tous, ça a été assez répété ces dernières années, dû notamment à la pandémie Covid. Vous avez des équipes réduites et c'est délicat de mener et le quotidien et les enjeux plus profonds qui sont la sécurisation notamment de vos bases. Aujourd'hui, pourquoi vos données doivent être sécurisées? Vous avez... Ce qui est pertinent, c'est que vous avez des composants. La base de données est un composant indispensable au bon fonctionnement de vos applications. Et ces données, une fois qu'elles sont accessibles par les personnes les malveillantes qui veulent attaquer vos bases de données, il est très facile de les interroger via des requêtes qui vont permettre de récupérer exactement les données dont ils ont besoin pour derrière les revendre ou en avoir d'autres utilités. Vous avez également des architectures qui sont parfois et souvent assez complexes, puisque ce sont les bases de données, ce sont des choses qui existent depuis le début de votre système d'information et qui ont évolué en fonction des différents éditeurs, des différentes ressources que vous avez pu avoir et qui sont peut-être partis sans laisser de documentation, etc. Et ce qui complexifie de plus en plus au fil des ans les architectures. C'est quelque chose qui rajoute une complexité à la sécurisation de vos parcs bases de données. Et puis, je le répète, mais les éditeurs imposent parfois leur version et leur paramétrage auquel il faut agir et ajuster la stratégie de sécurisation. Philippe va reprendre la main sur le sujet. On a illustré l'ensemble de nos conseils autour de notamment Oracle, puisque c'est
puisque c'est l'acteur de référence dans le secteur de la santé, mais pas que, aussi dans le privé, dans la base de données plus généralement. Mais ce qu'on va vous partager, c'est également valable sur l'ensemble des technologies, que ce soit propriétaire ou open source, SQL ou NoSQL. Voilà. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter un peu l'aspect technique de cette présentation. Avant de démarrer, donc on peut peut-être juste se poser la question de savez-vous si vos bases de données sont sécurisées ou pas? Quel est votre niveau de maturité par rapport à ça? Donc il peut y avoir quelques questions qu'on peut se poser sur ce sujet. Notamment, est-ce que vous connaissez le paramétrage de vos bases de données et est-ce que vous savez s'il vous expose à des risques ou pas? Est-ce que c'est un paramétrage qui est standard, quelles que soient vos bases de données, ou est-ce que c'est quelque chose que vos éditeurs vous imposent et sur lesquels vous n'avez pas la main? Est-ce que vous êtes alerté s'il y a une modification d'un paramètre critique qui concerne la sécurisation? Un autre aspect, c'est la gestion des comptes utilisateurs. Qu'est-ce que vous savez quels sont tous les comptes utilisateurs qui ont le droit de se connecter à vos bases de données de production qui contiennent des données critiques? Avec quels privilèges? Pourquoi faire? Quelles sont les activités qui sont permises sur les bases de production et lesquelles ne le sont pas? Quelles traces avez-vous par rapport à ça? Troisième axe qu'on peut voir, c'est au niveau de la maturité, c'est comment est-ce que sont rafraîchis vos environnements hors production? Est-ce que c'est des copies de production brutes, sans masquer les données un peu sensibles? Est-ce que les mots de passe des comptes sont les mêmes en hors production qu'en production? Est-ce qu'ils sont relativement simples à trouver? Et pareil, de la même manière, pour les données hors production, qui peut accéder à ces données si elles ne sont pas masquées? Et comment est-ce que vous contrôlez que ce sont bien les bonnes personnes qui ont le droit d'accéder à ces données? On va passer maintenant à, on va dire, un sujet qui concerne les angles d'attaque des bases de données. Donc en gros, c'est quelles sont les façons dont des personnes malveillantes peuvent utiliser quelles sont les techniques qu'ils peuvent utiliser pour récupérer des données de manière illicite ou vous mettre en difficulté par rapport à la disponibilité de la base de données. Donc là, vous avez un schéma qui représente grossièrement un écosystème base de données avec la base de production qui est le cylindre du milieu. En haut à gauche, vous avez les utilisateurs qui utilisent leur poste de travail pour se connecter à une application. Cette application se connecte à la base de données via un réseau. En bas, vous avez les administrateurs qui, de la même manière, avec leur poste de travail, se connectent à la base de données pour effectuer les actions qui sont nécessaires. En plus de la base de production, vous avez des environnements hors production, dev, test, qualif, pré-prod, recette, enfin, il y a tout un tas qui sont des copies normalement de la production. En termes de vulnérabilité et d'angle d'attaque, vous avez tous ces angles d'attaque possibles, aussi bien la partie identifiant utilisateur, vol d'identifiant, la partie post-utilisateur, si un poste est compromis, la partie applicative également. Ça concerne également les administrateurs, donc si les identifiants administrateurs sont perdus, ça peut être très très problématique. De même pour le poste administrateur. On peut avoir des vulnérabilités au niveau du réseau. Si quelqu'un est en capacité de récupérer les trames réseau qui transitent, il pourrait potentiellement récupérer des données. Vous pouvez avoir des vulnérabilités au niveau du système de fichiers, également évidemment au niveau des systèmes de base de données en eux-mêmes. Et puis autre vulnérabilité, le fait d'accéder à des copies qui sont de la production qui sont moins sécurisées. Donc tout ce qui va être dev, test, qualif, etc. Donc Oracle avait sorti une étude sur quelles étaient les principales méthodes d'attaque qui étaient utilisées pour attaquer les bases de données. Le premier axe, c'était en gros la récupération d'identifiants et l'abus de privilèges. Donc c'est tout ce qui va se situer sur la partie utilisateur-administrateur. Et ça, c'est 50% des attaques qui avaient été estimées. Le point suivant, ce sont les vulnérabilités intrinsèques aux bases de données, donc toutes les failles de sécurité qu'il peut y avoir sur les bases de données. Donc ça représente 19% des attaques. Donc, le dernier point, c'est tout ce qui va être récupération de données non protégées, alors d'une manière ou d'une autre.
Donc dans notre cas de figure, ça peut être soit via le réseau, soit via le système de fichiers des serveurs, soit en attaquant directement des copies qui sont moins sécurisées. Dans la suite, là, je vais vous présenter un peu pour chaque angle d'attaque potentiel, quelles seraient les mesures préventives qu'on peut mettre en place pour limiter le risque et puis pour, on va dire, compliquer la tâche d'un éventuel attaquant, sachant que le risque zéro n'existe pas. Donc, premier point suivant, c'est la partie post-utilisateur et identifiant utilisateur. Dans ce cas de figure, le principe, c'est de rendre compliqué la connexion directe aux bases de données à partir d'un post utilisateur. C'est quelque chose qui ne devrait pas être permis dans un monde idéal. Le principe, c'est également de détecter les tentatives d'intrusion. Pour mettre en place ça, il vous faut tracer les tentatives de connexion aux bases de données. Il vous faut aussi vous assurer que la politique de gestion des mots de passe pour les comptes bases de données est cohérente et un minimum sécurisée. Donc désactiver les comptes avec les mots de passe par défaut, par exemple, forcer la complexité des mots de passe, verrouiller les comptes temporairement si vous avez trop de tentatives de connexion infructueuses. Donc je vous ai donné un exemple de paramètre qu'on peut positionner pour ce genre de choses. C'est un paramètre qui va éviter les attaques brute force sur les logins. Il y en a d'autres, mais le principe général, c'est celui-là. Hein. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de connexion sur les bases de données directement sur les postes utilisateurs. Dans la vraie vie, ça peut arriver, mais dans ce cas-là, ça doit être tracé et ça doit être justifié. Le point suivant donc, concerne plutôt les administrateurs, donc que ce soit au niveau de la perte éventuelle de leurs identifiants ou le poste d'administration. Donc sur les administrateurs, le principe là, c'est d'être en capacité de détecter rapidement la compromission d'un identifiant et également de pouvoir tracer les actions de tout ce que font vos administrateurs. Le principe de base, c'est évidemment chaque administrateur dispose d'un compte nominatif sur les bases avec les privilèges nécessaires et ces comptes sont audités. Toutes les opérations qui vont nécessiter des privilèges, donc en l'occurrence pour Oracle, le compte 6, doivent être auditées par défaut. Donc il y a un paramètre à positionner pour que ce soit le cas sur la base Oracle. Et au niveau operating system et connexion au serveur, donc si vous êtes sur Linux, forcément la connexion à l'utilisateur Oracle se fait par sudo uniquement et les administrateurs n'ont pas forcément besoin d'avoir le mot de passe de l'utilisateur Oracle. Angle d'attaque suivant, c'est la partie application. Pour l'application, là l'objectif ça va être d'être en capacité de détecter une activité qui est inhabituelle et de limiter l'impact potentiel d'une faille dans l'application. En particulier, il faut que les comptes applicatifs aient des droits minimaux et on ne devrait pas voir de compte applicatif qui a des privilèges DBA. Donc encore une fois, c'est la théorie. Dans la vraie vie, on en voit souvent malheureusement. Alors c'est pas pour ça qu'il faut laisser ça en place. Dans l'idéal, on devrait avoir un compte qui est le propriétaire des objets, donc les tables, les procédures stockées, etc. et un compte différent pour la connexion. Avec Oracle, c'était pas possible avant la version 19. Ça l'est maintenant. Donc il faudrait que cette possibilité puisse être un peu plus utilisée pour vraiment séparer clairement le schéma de la connexion. Concernant les mots de passe des comptes applicatifs, ils ne doivent pas apparaître en clair dans des fichiers de configuration, donc ça peut être des fichiers cryptés ou on peut utiliser au niveau Oracle une possibilité qui s'appelle des wallets pour stocker des mots de passe sans qu'ils apparaissent. Et évidemment, ils ne doivent pas être communiqués aux DBA ou aux développeurs qui ont la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des connexions par proxy pour se connecter. Donc, ce qui permet d'avoir la traçabilité de qui s'est connecté et de ce qu'il a fait. Bon, évidemment, ils ne doivent pas être non plus ultra simples. Hein. User égale mot de passe. Bon, ça se retrouve encore très très souvent. Et enfin, pour limiter un peu l'impact de packages qui peuvent être sensibles au niveau Oracle, donc UTL TCP, UTL HTTP par exemple, qui permettent de faire directement depuis la base de données des appels HTTP ou d'ouvrir des trames TCP, il faut mettre en place des ACL restrictifs pour vérifier qu'on ne va taper que des adresses qui concernent l'application uniquement et pas autre chose.
Le point suivant va concerner les vulnérabilités plutôt intrinsèques à la base de données, les failles qui sont internes au logiciel de base de données, donc en l'occurrence Oracle. Là-dessus, la recommandation, c'est forcément d'appliquer les pages de sécurité trimestrielles dès qu'ils sortent, et s'ils sont disponibles évidemment, puisque Oracle met à disposition des pages de sécurité pour les versions qui sont en support premier, donc en l'occurrence actuellement la 19C et les versions suivantes, ou les versions qui sont en support étendu, ce qui peut impliquer un surcoût pour l'hôpital. Ce qu'on constate, nous, dans les hôpitaux, c'est que cette préconisation est difficile à concilier avec deux choses. Une, les exigences de disponibilité des bases de données. Arrêter la base de données du dossier patient, forcément, ça se fait pas quand on veut, et ça se fait pas non plus trop fréquemment. Et également, il peut y avoir des problématiques vis-à-vis de la rigidité de certains éditeurs qui certifient certaines versions de bases de données, et dès qu'on change un digit, se défausse un peu de la responsabilité en disant vous avez changé quelque chose, maintenant on s'en occupe plus. Néanmoins, même s'il y a ces deux écueils, il faudrait quand même essayer de viser une application de page de sécurité qui soit à minima annuelle, fonction un peu des possibilités de vos équipes, en se concentrant évidemment sur les applications les plus critiques, type dossier patient. Ce qu'on peut noter, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des infrastructures qui permettent d'automatiser ces opérations. Typiquement, c'est des choses qu'on peut faire de manière à peu près automatique avec Nutanix Era. Si vous n'avez pas cette infra, ou si vous avez du Nutanix mais pas Era, vous avez également la possibilité d'automatiser les choses avec Ansible. C'est surtout intéressant si vous avez un parc qui est homogène. Enfin, au niveau des vulnérabilités de la base de données, évidemment, il faut appliquer le paramétrage de base au niveau sécurité. Donc, il y a quelques paramètres qui s'appellent sec__ quelque chose, qui sont à étudier, qui sont à mettre en place. Mais il y a généralement, il y a beaucoup de guides de recommandations de paramétrage Oracle qui sont pertinents et qui peuvent être utilisés pour réduire un peu l'exposition au risque du moteur de base de données en lui-même. Angle d'attaque suivant, c'est la partie réseau. Donc en fait, sur la partie réseau, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les flux Oracle entre le client et le serveur ne sont pas chiffrés. Donc quelqu'un qui se met au milieu et qui récupère les trames est en capacité de récupérer des données, pas forcément facilement exploitables, mais néanmoins c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que depuis la version 2.0.4, vous pouvez chiffrer ces flux, quelle que soit l'édition Oracle utilisée. Avant, c'était possible qu'en Enterprise Edition. Et c'est relativement simple à mettre en place, puisqu'il faut modifier un fichier de paramètres qui s'appelle le fichier sqlnet.ora et faire la même chose sur la partie cliente. Donc, il y a 4 paramètres à positionner, et notamment le premier, qui indique qu'on veut que le chiffrement soit requis pour la communication avec la base de données. Donc ça, c'est le paramétrage quand on utilise le protocole Oracle qui s'appelle SQLnet. Quand on fait du JDBC, il y a l'équivalent. Je ne vous l'ai pas mis là parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça existe. Il y a un deuxième axe de prévention au niveau réseau. C'est la partie segmentation. Évidemment, normalement, on ne devrait pas avoir d'accès direct qui soit possible des postes utilisateurs vers les serveurs de base de données. Alors, c'est généralement le cas pour les applications récentes qui sont en 3 tiers, où là, le poste utilisateur va se connecter au serveur d'application qui lui-même se connecte à la base de données. Il reste encore des environnements où on a des applications client-serveur. Et là, on a besoin que le poste utilisateur se connecte à la base de données directement. Donc, au niveau gestion, firewall, etc., c'est quand même pas terrible. Ce qu'on conseille dans ce cas de figure-là, c'est d'utiliser un outil Oracle qui s'appelle Connection Manager, qui peut être utilisé en fait en tant que proxy pour les connexions aux bases de données. Son seul inconvénient, c'est qu'il est accessible qu'en version Enterprise Edition. Et quand on est en standard édition 2 d'Oracle, on est plus limité dans nos choix. On peut juste lister nominativement les serveurs qui peuvent se connecter à la base de données, ce qui permet d'exclure par défaut tous les autres.
Autre axe d'attaque, les copies moins sécurisées, donc tout ce qui va être copie de la production sur un environnement de test, de qualif, de pré-prod, de recette. Choisissez le nom, et environnement qui n'est pas forcément aussi bien sécurisé, qui n'est pas forcément dans le même VLAN par exemple, et sur lesquels on n'a pas forcément activé l'audit, ou en tout cas sur lesquels on ne maîtrise pas forcément qui se connecte aux environnements, puisque ça peut être éventuellement d'ailleurs des prestataires externes, puisqu'ils ont une prestation de MCO par exemple. L'objectif là sur ces environnements-là, c'est d'être en capacité de remplacer les données sensibles suite aux duplications des bases de production en gardant une cohérence dans les données. Donc c'est les fonctionnalités de data masking. Il y a différents algorithmes qui sont utilisables, qui sont adaptés aux données. Et vous avez des solutions Oracle pures, donc le Oracle Data Masking Pack qui nécessite l'entreprise. Vous avez aussi d'autres éditeurs qui fournissent ce type d'outils, par exemple Delphix ou Libelle. On trouve aussi des gens qui font des scripts maison, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont fait la duplication de leur environnement en recette par exemple, ils lancent des scripts qui vont anonymiser à leur sauce, par exemple les noms des patients ou les numéros de sécurité sociale. Que ce soit par script ou en utilisant les outils existants, il faut, pour que ce soit cohérent, connaître le modèle de données. Et donc il peut y avoir un travail à faire avec les éditeurs ou les développeurs par rapport à ça. Enfin, dernier angle d'attaque potentiel, le système de fichiers. Donc les fichiers de la base de données sont stockés sur des fichiers sur un système Windows ou Linux ou AX, etc. Si je suis en capacité d'accéder au système sans être en capacité d'accéder aux bases de données et que je copie les fichiers, je peux potentiellement récupérer des données. Le principe là de prévention par rapport à ça, c'est d'être en capacité de chiffrer de manière transparente pour l'application les fichiers de données et les backups. Donc avec Oracle, ça se traduit par l'utilisation de la fonctionnalité transparente data encryption, qui fait partie malheureusement d'une option payante Oracle Advanced Security Option ASO, et donc qui nécessite Enterprise Edition. On peut faire du chiffrement de manière modulaire par toute la base, table space, par table, par colonne. Généralement, on va choisir de chiffrer toute la base. Ça évite de se poser des questions sur où sont les données sensibles, lesquelles le sont, lesquelles ne le sont pas, parce que l'overhead qui est généré par ce chiffrement est relativement faible. Donc généralement, toute la base, ça marche très bien. Il y a juste un point sur lequel il faut faire attention, c'est la gestion des wallets et des clés d'encryption. Donc un wallet, c'est un petit fichier crypté qu'Oracle permet de créer pour gérer les clés de chiffrement, déchiffrement. Alors forcément, si vous perdez le wallet, vous perdez l'accès à vos données. Et forcément, si vous ne sécurisez pas le wallet, quelqu'un qui récupère les fichiers et le wallet est en capacité d'aller lire les données également. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon. Le point suivant, en gros, c'est de se poser la question, par où est-ce que je commence ? Est-ce que je m'occupe du réseau? Est-ce que je m'occupe du data masking? Est-ce que je mets en place ATDE, etc. Notre idée, c'est plutôt de commencer par faire un petit état des lieux de ce qui est en place et de comment, quel est l'état en gros au niveau sécurité de vos bases de données. Et la première étape, c'est déjà d'évaluer un peu l'état de conformité de vos bases de données pour avoir un point de départ. Pour également définir des plans d'action et enfin pour communiquer avec les éditeurs sur des points factuels qui ont été remontés sur leur logiciel. Et le deuxième axe, c'est d'auditer et donc de récupérer les traces d'audit, de les centraliser dans un environnement dédié avec un objectif de reporting et de mettre en place des alertes si jamais il y a des événements étranges qui sont signalés. Donc sur la partie évaluation, concernant Oracle, Oracle a fourni un outil qui est relativement intéressant qui s'appelle DBSAT, Database Security Assessment Tool, qui est téléchargeable gratuitement. Il faut en profiter, venant d'Oracle, c'est pas tout le temps.
Et cet outil permet d'exécuter un ensemble de vérifications et de générer un rapport qui va signaler les non-conformités. Il a 3 modes de fonctionnement, donc le mode collecte, puis ensuite le mode analyse, et il a également un mode découverte de données sensibles, qui est assez limité parce qu'il se base surtout sur le nommage des colonnes, donc il ne va pas forcément tout trouver. Donc il permet de générer un rapport au format HTML ou au format Excel, et il met en correspondance les vérifications avec les recommandations de référence, donc, et notamment celles du CIS et du STIG. Voilà, donc un exemple de tableau récapitulatif de DBSAT. Donc par catégorie, vous avez le nombre de vérifications qui ont été effectuées et lesquelles requièrent une attention plus ou moins grande et quel est le risque, est-ce que l'évaluation de risque associée à ça. Donc là, on voit que sur l'exemple ici, on a 3 vérifications qui ont remonté à des problèmes avec un risque élevé. Donc voilà le détail de ces risques, et notamment le premier, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas eu de l'application du dernier patch de sécurité. Le deuxième, on a un utilisateur avec un mot de passe par défaut. Donc ça veut dire que ça, si quelqu'un a accès au niveau réseau à la base de données, il va pouvoir s'y connecter. C'est un compte Oracle en plus, donc avec des droits relativement élevés. Donc là, c'est vraiment un risque fort. Et le troisième, c'est plutôt lié à des fonctions de vérification de la complexité des mots de passe qui ne sont pas activées pour certains comptes. Donc de la même manière, ça peut être facilement problématique. Donc nos préconisations, c'est d'avoir une collecte et une analyse DBSAT sur l'ensemble des bases à minima de production pour avoir un état exhaustif. Ça permet de définir un plan de remédiation des non-conformités les plus flagrantes, sans que ce soit forcément très consommateur de temps. Hein. Typiquement, il y a un mot de passe par défaut qui est activé, il suffit de désactiver le compte, voilà, et le problème est réglé. Par contre, si on le laisse comme ça, forcément, c'est quand même problématique. Ça permet aussi de communiquer avec les éditeurs sur leur non-conformité, puisqu'effectivement, les éditeurs de logiciels de santé peuvent être réticents à changer leur paramétrage par défaut. Maintenant, il faut être en capacité de leur dire, voilà, vous nous fournissez ça, mais il y a des failles de sécurité qui sont flagrantes. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et de faire une collecte régulièrement, ça permet également de mettre en place une démarche d'amélioration continue et de se dire, on lance une collecte tous les 6 mois ou tous les 1 an et on voit si on s'est amélioré. Deuxième axe pour démarrer sur la partie sécurisation des bases de données, donc être en capacité d'auditer ce qui se passe sur les bases de données, notamment les connexions, les opérations qui nécessitent les privilèges 6, tout ce que font les comptes DBA et tout ce qui va toucher aux créations, modifications, etc. D'utilisateurs, de rôles, et tout ce qui va toucher à la gestion des privilèges. Ces traces d'audit, donc par défaut, elles sont stockées dans la base de données. On vous conseille plutôt d'aller les mettre vers le syslog et de les envoyer vers un serveur tiers. Ne pas oublier de récupérer les fichiers de alert log et listener log, qui sont les fichiers de traces des principaux process Oracle, qui contiennent des informations intéressantes également au niveau sécurité, notamment arrêt de démarrage, changement de paramètres, tentative de connexion, etc. etc. Et le principe par rapport à ça, c'est de déporter les logs vers un puits de log dédié. Donc ça peut être du Splunk qui a un add-on pour Oracle Database. Ça peut être de la suite élastique, où là effectivement par contre il y a du travail à faire de votre côté pour intégrer tout ça. L'idée derrière, c'est d'avoir du reporting ou des alertes qui sont activées suite à la récupération des informations. Donc là, je vous ai mis 2 captures d'écran. La première permet d'identifier quels ont été les arrêts de démarrage de la base de données sur une période donnée. Est-ce que c'est normal, pas normal, c'est à voir. Et la deuxième, celle du bas, permet d'identifier quelles ont été les tentatives de connexion fructueuses et infructueuses avec le compte 6. Donc là, on voit qu'on a eu quelques échecs d'authentification du compte 6, ce qui n'est pas forcément normal. Voilà, sur la partie conclusion, ce qu'on peut dire, effectivement, il y a du boulot, c'est-à-dire que on intervient beaucoup dans les environnements hospitaliers et on voit commencer. Effectivement, au niveau base de données, il y a beaucoup de choses
qui peuvent être améliorées. Bon, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses à faire qu'il ne faut pas commencer par quelque chose. Notre préconisation, c'est déjà de lancer l'évaluation et de voir ce qui en ressort. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont corrigeables facilement? Donc il y a des solutions technologiques qui existent, mais effectivement, il faut commencer par le début. Un point à appréhender également, c'est que ce n'est pas qu'une problématique technologique. Si jamais vous coupez tous les accès, il faut faire en sorte que les gens qui ont un travail à faire puissent encore être en capacité de le faire après sécurisation. Et enfin, n'hésitez pas à vous faire assister, puisque comme on vous l'a dit, il y a un marché CIH pour ça. Très bien, merci. Merci à vous, Sarah Foubert et Philippe Berne, pour ces précisions, cette démonstration et ce détail. Donc, il nous reste... En fait, il nous reste plus de temps de questions-réponses. Je pense que Christophe Fogel fera le job pour la continuité. Donc, merci à vous d'avoir été parmi nous, même si c'était à distance. Et on va continuer donc nos travaux avec vos préconisations en tête. Christophe recevra les questions et commentaires donc dans nos allées, dans nos couloirs. Et donc à une prochaine fois et bonne fin de journée à vous deux. On vous applaudit. Merci. Et on vous remercie Bonne journée. Pour cette participation.